C'était un puissant dragon démoniaque qui a accidentellement tué le héros, ruinant complètement ses plans. Pour se rattraper, il a décidé d'élever le fils du héros, espérant qu'un jour le garçon serait assez fort pour se venger. L'histoire commence quand le roi démon a voulu étendre son territoire et a lancé une invasion du royaume humain, plongeant le monde dans le chaos. En réponse, les dieux ont accordé 5 armes sacrées aux mortels, dont l'épée sacrée, une arme divine qui choisissait son porteur. Celui qui était sélectionné devenait le héros, destiné à utiliser son pouvoir pour vaincre le roi démon et ses 4 gardiens. Le roi démon voulait affronter des adversaires dignes à son apogée, alors il ordonna à ses gardiens de donner leur vie au héros quand le moment viendrait, leur promettant de généreuses récompenses et des retraites confortables dans l'au-delà. Il adorait l'idée. En tant que premier gardien, il a attendu à l'entrée du château du roi démon, attendant avec impatience l'arrivée du héros pendant 7 ans pour qu'il réclame sa vie. Malheureusement, l'attente était insupportablement ennuyeuse. Pour passer le temps, il passait ses journées à lire des bandes dessinées et à commander de la nourriture. Puis, un jour, le héros et son groupe sont enfin apparus à sa porte. Dès qu'il a vu l'épée sacrée, il a reconnu le héros et est immédiatement passé à l'action. Cependant, quelque chose lui semblait étrange. La formation du groupe était pleine de faiblesses et leur défense semblait terrible. Leur charge initiale semblait assez coordonnée pour le garder en alerte, mais cette impression a rapidement disparu. Il s'est confronté au héros, s'attendant à une bataille féroce, mais l'a vaincu d'un seul coup. L'épée sacrée a volé des mains du héros et a transpercé le ninja, qui se cachait près d'un arbre en utilisant un camouflage. Le ninja a tenté de riposter en lançant une dague empoisonnée, mais a été aveuglé par l'éclat de lumière du sort de guérison du moine sans nom. En conséquence, la dague a touché le moine, le tuant sur le coup et le réduisant à un squelette. Tout était mal. Complètement déconcerté, il a fini par être blâmé pour le désastre. La performance du ninja n'a fait qu'empirer. Il a sorti l'épée sacrée de son propre corps et l'a renvoyée au héros. Malheureusement, le héros n'était pas prêt à l'attraper, et la lame l'a mortellement blessé. Peu après, le ninja a succombé à ses blessures et est également mort. Il n'a pu que contempler, incrédule, un tel niveau d'échec, tandis qu'il voyait ses rêves d'une retraite tranquille s'effondrer devant ses yeux. Il a secoué désespérément le corps du héros, espérant qu'il se réveillerait. À ce moment-là, elle a enfin compris pourquoi personne n'était venu le défier auparavant. Tous étaient incroyablement faibles. Laffy, la magicienne du groupe, s'était cachée après avoir lancé une boule de feu depuis son abri. Elle a observé avec horreur comment ses compagnons, ridiculement mauvais, s'éliminaient entre eux sans que le dragon n'ait à intervenir. Sachant qu'elle n'avait aucune chance contre lui, elle a essayé de partir discrètement. Cependant, elle a marché sur une branche et le craquement a immédiatement attiré l'attention du dragon. Quand elle l'a confronté, le groupe était si terrifié qu'il lui a offert tout son argent et même proposé de devenir sa servante, mais elle n'avait pas l'intention de laisser la nouvelle de la mort du héros se répandre. Si la vérité était révélée, peut-être qu'aucun futur challenger ne se présenterait à nouveau. Désespérée de sauver sa vie, Laffy a révélé qu'elle était enceinte, espérant qu'il la pardonne pour le bien de son enfant à naître. En entendant cela, il lui a rappelé quelque chose que Tien lui avait dit un jour. Un guerrier pouvait être entraîné jusqu'à atteindre un niveau digne d'être choisi par l'épée sacrée. Soudainement inspiré, le dragon a supplié Laffy de lui permettre d'élever l'enfant. Les deux ont fini par négocier l'accord, tout en partageant la pizza qu'il lui avait demandé plus tôt. Comme prévu, Laffy était réticente à lui confier son enfant, la créature responsable de la mort du héros. Cependant, il s'est encore plus enthousiasmé en découvrant que l'enfant à naître était le fils du héros. Il a déclaré qu'il l'entraînerait personnellement et lui transmettrait toutes ses techniques. Après tout, elle était un maître lanceur. Le dragon était convaincu qu'avec son entraînement, l'enfant à naître serait assez fort pour le vaincre un jour. Ainsi, Laffy a rapidement réalisé qu'elle avait l'avantage dans la négociation et a manipulé elle pour qu'il signe un contrat monstrueux de servitude. Maintenant, elle était sa maîtresse, une garantie pour qu'il ne se retourne pas contre elle. En échange, Laffy lui permettrait d'aider à élever son fils. Le dragon se moquait tant qu'il pouvait entraîner l'enfant pour en faire un guerrier capable de le tuer. Un an passa, ils avaient loué une maison dans une forêt de montagne et le petit Dino était déjà né. Elle ne pouvait pas croire que l'enfant avait 11 mois.
Il n'avait ni dents ni griffes. Le dragon se demandait même s'il le nourrissait correctement. Ce qui le frustrait le plus, c'était de passer son temps à changer des couches au lieu de lui apprendre à se battre. Il savait que c'était nécessaire, alors il l'acceptait. Il s'était même coupé les griffes pour ne pas blesser Dino. En le lavant, il essayait de lui montrer quelques techniques de combat, mais l'enfant était bien plus intéressé par le jeu. Laffy le grondait pour lui enseigner ces choses à un bébé, mais il ne pouvait pas supporter cela, car sa future retraite était sa priorité. La magicienne l'informa que leurs finances étaient compliquées et qu'il devait trouver un emploi. Il blâma aussi le dragon pour dépenser trop d'argent en nourriture. Il estimait qu'il était trop élevé pour faire des travaux insignifiants pour les humains. De plus, son contrat ne l'obligeait pas à gagner de l'argent. Quand il tenta de protester, Laffy lui ordonna de se calmer. En réalité, elle n'avait jamais espéré qu'il trouve un emploi. Son travail serait de s'occuper de Dino pendant qu'elle sortait chercher un. Le lendemain, dès que Laffy sortit de la maison pour chercher du travail, il était excité, car il pouvait enfin commencer officiellement l'entraînement de l'enfant. Dino se réveilla, prêt à commencer son programme d'entraînement personnalisé, soigneusement élaboré par le dragon. Elle décida de commencer par l'alimentation, préparant un tas de viande de bœuf grillé pour que le petit puisse en manger. Après l'avoir goûté, il était ravi de penser à toute la protéine que l'enfant allait recevoir. Quand Dino enfonça fortement la fourchette pour prendre une bouchée, il en versa même des larmes d'émotion. Il pouvait déjà imaginer le jour où ce garçon grandirait et mettrait fin à ses jours. Cependant, ses rêves s'effondrèrent lorsqu'il se rappela que Dino n'avait même pas de dents pour mâcher de la viande. Finalement, le dragon décida de suivre le plan alimentaire de Laffy et de lui donner du lait en poudre. Pendant ce temps, Laffy était en ville à la recherche d'un emploi. Sa première étape fut une guilde de magiciens. Bien qu'elle essayait de rester calme, elle était préoccupée par l'idée qu'ils doivent s'occuper de Dino tous les jours si elle trouvait un emploi. C'était la première fois qu'elle laissait le dragon et l'enfant seuls si longtemps. Elle tenta d'ignorer ses inquiétudes et se rendit à l'entretien. Cependant, la relation entre l'intervieweuse et son oiseau de compagnie lui rappela immédiatement son propre fils. Rien que de penser à Dino, l'anxiété l'envahit. Incapable de le supporter, elle sauta par la fenêtre, poussée par un besoin presque obsessionnel de le revoir. Après un moment, Laffy réussit à se calmer et continua sa recherche d'emploi. Son prochain entretien était dans une autre guilde. En entrant dans le bureau du maître de la guilde, il le trouva en train de préparer du café. Tout cela lui semblait étrange, car l'homme était trop musclé pour être un magicien. Soudain, le maître de la guilde brisa la tasse en utilisant trop de magie de renforcement physique, renversant le café chaud sur Laffy. En voyant ses bras énormes, elle se souvint immédiatement des souvenirs de toutes les fois où le dragon avait perdu le contrôle de sa force et avait détruit des choses, paniquant à l'idée qu'il puisse un jour écraser accidentellement Dino, alors elle s'enfuit de l'entretien. Une fois de plus, elle réussit à retrouver son calme et se dirigea vers sa dernière chance, la guilde du docteur Magus Cole. C'était le dernier endroit à embaucher de nouveaux membres, donc elle était déterminée à obtenir le poste. Laffy entra dans le bureau du maître de la guilde, José. La pièce était incroyablement lumineuse, car la lumière du soleil se reflétait sur sa tête complètement chauve. Il perdit instantanément 10 points en confondant José avec un moine et, essayant de réparer la situation, il finit par lui dire que sa coiffure était géniale. José était connu comme le mage impassible et avait la réputation d'être un intervieweur impitoyable. C'était une tactique pour déceler les candidats faibles. Il pensait que les aspirants nerveux perdaient leurs moyens à cause de son regard intimidant, et comme Laffy ne pouvait pas le regarder, il croyait que ça fonctionnait. Ce que José ne savait pas, c'est que la vraie raison était son crâne brillant. Il était si éclatant que le tournesol dans son bureau préférait se tourner vers sa tête plutôt que vers le soleil. José voulait savoir dans quel type de magie il était le plus compétent. Laffy sortit enfin de sa transe et répondit qu'elle se spécialisait en magie curative. Cela réjouit le maître du guilde, car il manquait de mages guérisseurs. Il lui demanda alors une démonstration, se fit une petite coupure au doigt et lui demanda de le soigner. Laffy rassembla une quantité impressionnante d'énergie magique, mais le pollen des tournesols lui fit éternuer. Le sort partit dans la mauvaise direction et frappa directement la tête de José. À la surprise générale, ses cheveux repoussèrent instantanément. Le tournesol se tourna à nouveau vers la fenêtre. Laffy s'excusa immédiatement.
convaincu d'avoir ruiné l'essai. Pendant ce temps, il était passé au chapitre suivant de son manuel d'entraînement. Pour obtenir l'équipement de Guerrero, Adino demanda à un commerçant de fabriquer une armure pour l'enfant. Cependant, après avoir testé sa résistance au feu et aux impacts, il conclut qu'elle était trop mauvaise et la rejeta. Il décida alors d'en fabriquer une nouvelle avec ses propres écailles. Il se souvint que Laffy insistait toujours sur le fait que la peau délicate d'Adino devait être protégée en tout temps, alors il enveloppa le petit dans un costume rembourré avant de lui mettre l'armure. Ensuite, il fit une démonstration de combat pour que Dino puisse l'observer, mais la technique traversa le toit et fit un énorme trou. Dino voulut aussi essayer, mais il ne réussit qu'à se tendre pour atteindre un de ses jouets et finit par tomber au sol. Il courut immédiatement pour l'aider. En le levant, il remarqua que sa température corporelle était anormalement élevée. Le dragon ne se souvenait jamais d'avoir été malade pendant son enfance, donc il ne savait pas quoi faire. Il paniqua et courut vers la ville en criant à l'aide. Malheureusement, ses cris résonnèrent dans toute la forêt et attirèrent l'attention de la grand-mère Helga, une chasseuse de démons de haut niveau. Il réussit à peine à éviter une flèche qu'elle lui tira et la vieille dame exigea qu'il lui remette l'enfant. Cependant, Helga comprit rapidement que le dragon ne kidnappait pas le petit, mais le protégeait. Elle lui demanda alors de la suivre, lui assurant qu'elle pouvait aider. La tension entre eux disparut instantanément. Une fois chez elle, Helga examina soigneusement Dino. Après l'avoir inspecté, elle découvrit que les symptômes étaient causés par une allergie au pollen. Pour soulager cela, elle prépara une soupe de choux spéciale. Le lendemain, la fête faisait un rêve merveilleux. Dans celui-ci, Pose lui demandait de devenir une mage de bataille et de prendre le poste de chef de la guilde. Malheureusement, le rêve se termina lorsque le réveil sonna. Si frustrée, elle le brisa d'un coup. Son cri était si fort qu'il fit presque trembler toute la maison. Elle s'était endormie parce qu'elle était rentrée tard la nuit précédente. Il lui prépara le petit déjeuner pendant qu'elle se plaignait d'arriver en retard pour son premier jour de travail. Elle était aussi déçue car elle voulait être choisie comme mage de bataille, ses postes étant beaucoup mieux payés. Pendant un moment, rester à la maison lui semblait bien, mais il avait besoin qu'elle sorte. Il voulait réparer le trou qu'il avait fait dans le toit sans qu'elle le découvre. Sa réparation improvisée s'effondra lorsque Laffy frappa la table avec sa tasse. Pourtant, il lui restait encore 15 minutes pour arriver au travail, alors il décida de l'emmener en volant. Avant, ils se sont arrêtés chez Helga pour déposer Deno. Laffy fut surprise de découvrir une autre maison derrière la sienne, mais elle fut encore plus horrifiée de voir qu'il confiait son fils à une vieille inconnue. Le dragon la prit dans ses bras et s'envola en promettant de tout lui expliquer en chemin. Il lui raconta comment Helga avait diagnostiqué et traité l'allergie au pollen de Dino. Enfin, il la rassura en lui disant que son fils était entre de bonnes mains. Cela lui permit d'apprécier les magnifiques paysages d'une telle hauteur. Laffy ne pouvait pas faire de bruit en ville à cause de la présence du dragon, alors elle lui lança un sort d'invisibilité. Tout le monde pensa que Laffy volait grâce à sa propre magie et fut impressionné. Même le mage musclé regretta de ne pas avoir insisté pour la recruter. Luffy profita de toute l'attention, posant même pour les photos que les gens prenaient. Il la déposa sur la terrasse du guilde, elle finit par vomir à cause du mal des transports, mais elle fit signe au dragon de partir avant que quelqu'un ne le découvre. Elle espérait que personne ne remarquerait qu'elle était arrivée quelques minutes en retard. José s'en aperçut, mais cela ne l'importait pas. Selon lui, c'était normal que la protagoniste fasse une grande entrée triomphale à la fin. Le maître du guilde lui montra les installations tout en lui racontant l'histoire de 70 ans de calvitie de l'organisation. L'objectif principal du guilde était de combattre les démons et de protéger l'humanité. Bien qu'ils vivaient en temps de paix, ils continuaient à s'entraîner avec dévouement. Ils visitèrent même l'escouade d'élite des mages blancs, dont les énormes talents tenaient les forces obscures à distance. La fée fut impressionnée par leurs efforts. Cependant, José voulait encore lui montrer l'endroit où elle travaillerait réellement. Après tout, ce qu'elle venait de voir l'avait convaincue que ce département deviendrait la section la plus importante du guilde. La fée comprenait qu'elle devait beaucoup s'améliorer si elle voulait devenir une mage de bataille professionnelle. Alors, le maître du guilde l'emmena au tout nouveau département spécial de soins. Il avait été fondé en tenant compte de ses compétences. Dès qu'elle entra et vit une mère de tête brillante et chauve,
Elle comprit immédiatement quelle serait sa mission. Son travail consistait à leur redonner des cheveux. La fille travailla sans relâche et, à la fin de la journée, elle avait réussi à faire récupérer leur chevelure à toutes les personnes dans la salle. Elle se sentit heureuse de voir que ses talents magiques aidaient tant de gens. Cependant, au fond d'elle, elle souhaitait toujours être en première ligne, combattant des démons. Pendant ce temps, chez eux, il avait déjà couché Dino et avait tout nettoyé après une dure journée d'entraînement. À la fin de sa journée, la fille décida de contempler le coucher de soleil. José la rejoignit sur le balcon avec 2 tasses de café, tandis qu'ils observaient l'horizon. La fille confessa qu'elle se sentait inférieure au mage de bataille, mais le maître du guilde pensait exactement le contraire. Pour lui, elle était la mage la plus impressionnante de toutes. Il désigna plusieurs membres du guilde et lui montra comment le fait de redonner des cheveux avait redonné confiance à de nombreux hommes. Puis il lui demanda d'apprécier davantage la magie curative. Ses mots étaient réconfortants et réussirent à l'encourager. Pourtant, la fille était très pragmatique quand il s'agissait d'argent. Alors elle profita de l'occasion pour mentionner toutes les heures supplémentaires qu'elle avait travaillées ce jour-là. Plus tard, en rentrant chez elle, elle trouva une table abondante pleine de nourriture. Cependant, elle lui rappela qu'ils devaient économiser de l'argent, donc ils limitèrent leurs repas à un maximum de 3 par jour. Il insista pour que chacun d'eux contienne des sources de protéines coûteuses. Comme on pouvait s'y attendre, il finit par se faire gronder. Pendant ce temps, lui et Helga percevaient une présence sombre dans la forêt. Il se reconcentra sur le toit qu'il avait réparé en utilisant l'un de ses guides sur l'éducation des enfants. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette présence sombre appartenait à Bear, un de ses anciens camarades, qui avait réussi à le retrouver grâce à l'odorat de son chien noir. Le lendemain, Helga sortit chasser. Après une intense poursuite, elle réussit à abattre un tigre avec une de ses flèches. Alors qu'elle chargeait son traîneau, Helga sentit une présence derrière elle. Elle ramassa une branche et la lança contre l'arbre, soupçonnant que quelqu'un l'observait. La branche traversa le tronc, laissant un grand trou. Cependant, rien ne bougea. Elle conclut que c'était probablement son imagination et continua à ramasser sa proie. Pendant ce temps, chez lui, ils commencèrent à trouver des animaux abandonnés devant sa porte. N'étant pas du genre à refuser de la nourriture gratuite, ils les cuisinèrent et les mangèrent. Au fil des jours, la quantité de viande augmenta jusqu'à devenir excessive. Ils découvrirent la source quand ils virent Helga laisser le tigre qu'elle avait chassé devant chez eux. La fille décida d'affronter l'ancienne, car l'excès de nourriture commençait à perturber sa routine. Cependant, toute sa bravoure disparut en arrivant chez le voisin, et c'est Helga qui ouvrit la porte. La magicienne, si nerveuse, laissa tomber le couteau qu'elle avait pris pour se rassurer. Elle paniqua, craignant que l'ancienne prenne cela pour une menace. À sa grande surprise, Helga l'invita simplement à entrer. La fille s'assit, si nerveuse qu'elle lut pratiquement un discours préparé, exprimant ses inquiétudes, remerciant pour la viande, puis tenta de partir rapidement, mais Helga ne la laissa pas faire. L'ancienne voulait voir Dino. Quand ils amenèrent le petit, Helga fut ravie. Elle passa son temps à jouer avec lui et semblait s'amuser à chaque instant. Dino s'attacha aussi rapidement à elle. L'ambiance chaleureuse de la maison fit que la fille commença à se sentir somnolente. Entre le confort du lieu et la fatigue accumulée, elle s'endormit en quelques minutes. Lorsqu'elle se réveilla, elle était allongée sur un canapé, une couverture sur elle. À ses côtés, une tasse de thé chaud accompagnée de biscuits. Cette scène lui rappela la première fois qu'elle avait rencontré son père adoptif, qui lui avait aussi offert une tasse de thé chaud. Ses souvenirs furent interrompus lorsque Elgar revint, portant Dino profondément endormi. À cause des vêtements étranges et amusants qu'elle portait, il était évident qu'elle avait fait des efforts pour l'occuper. Alors, la fille remarqua une photo sur le mur, où Helga était avec une jeune femme. L'ancienne expliqua que c'était sa fille. D'après la façon dont elle en parlait, la fille en déduisit qu'elle était décédée. Elle arriva immédiatement à une autre conclusion. Elle pensa que toute la viande que Helga laissait devant sa porte n'était pas vraiment pour Dino, mais pour elle. Elle croyait que l'ancienne voyait en elle un reflet de sa fille, et en partie, elle avait raison. Ce que la fille ne savait pas, c'est qu'Helga avait aussi entendu ses plaintes sur leurs problèmes de nourriture et avait décidé de les aider à sa manière. À ce moment-là, Dino se réveilla et commença à chercher sa mère. Helga le remit affectueusement à la fille. Pendant ce temps, il commença à s'inquiéter, car lui et Dino
était dehors depuis trop longtemps. Inquiet, il se rendit directement chez Helga, entra si brusquement qu'il finit par casser la porte. À peine arrivé, il commença à gronder pour avoir gardé l'enfant éveillé si tard. Selon lui, cela pouvait nuire à la croissance de Dino. La fille lui donna un coup de poing dans le ventre pour avoir cassé la porte de l'ancienne. Puis elle s'excusa en son nom et assura à Helga qu'il s'occuperait de la réparer. En observant leur interaction, Helga réalisa qu'ils s'entendaient plutôt bien. L'ancienne se présenta formellement et leur dit qu'il pouvait emmener Dino jouer quand il le souhaitait. Avant de partir, la fille lui offrit ses condoléances pour la perte supposée de sa fille. Cependant, Helga précisa que sa fille était toujours en vie. Elle expliqua que le père de la fille était venu la chercher car elle n'était pas adaptée au programme exigeant des chasseurs de démons. La fille se sentit gênée d'avoir tiré des conclusions hâtives. Helga leur offrit encore de la viande, mais cette fois, ils refusèrent poliment, ayant assez de nourriture chez eux. Après les adieux, la fille rentra rapidement se reposer. Lui, en revanche, dut rester pour réparer la porte. Pendant qu'il travaillait, Helga mentionna qu'elle savait qu'il avait aussi perçu la sombre présence qui rôdait dans la forêt. Elle lui conseilla donc, en rentrant chez lui, de bien fermer les portes et de garder les rideaux tirés. Cela le mit en alerte. En pensant que Laffy et Dino étaient seuls à la maison, il termina la réparation à toute vitesse et courut de retour. Malheureusement, il arriva trop tard. Bear était déjà à l'intérieur quand Laffy et Dino revinrent. En le voyant, Laffy adopta immédiatement une posture défensive, se rappelant qu'elle avait appris la magie pour protéger sa famille, comme l'avait fait son père adoptif. L'énergie sombre émanant de lui était terrifiante, et elle soupçonnait qu'il était venu pour Dino. D'un claquement de doigts, le squelette alluma les lumières de la maison. En voyant Laffy, il remarqua qu'elle était une magicienne très talentueuse, tant son pouvoir magique était immense. Bien qu'elle se sentît légèrement flattée par le compliment d'un démon, elle essaya de ne pas baisser sa garde, craignant que ce soit une tactique pour la distraire. Bear remarqua qu'elle était inquiète pour Dino, qui avait commencé à pleurer. Il lui permit donc de coucher l'enfant avant de poursuivre la conversation. Laffy accepta et lui demanda d'attendre. Cependant, installer Dino prit plus de temps que prévu. Bear commença à s'impatienter lorsque le petit finit par s'endormir. Le squelette les transporta dans une zone de la forêt. En réalité, Laffy avait délibérément provoqué cette situation. Son intention était de l'obliger à dépenser du mana avant de commencer le combat. Sans perdre de temps, elle lança un puissant sort explosif. Bear le bloqua avec une facilité déconcertante. Elle continua d'attaquer sans relâche. Les explosions illuminèrent toute la forêt. Leurs effets étaient si visibles que, lorsqu'il rentra chez lui, il les vit de loin. Étant donné la distance, il pensa qu'il s'agissait simplement de feux d'artifice. Pendant ce temps, Bear essayait toujours de convaincre Laffy de se calmer et d'écouter ce qu'il avait à dire, mais elle était déjà complètement en mode bataille. Avec un sourire enthousiaste, elle libéra un sort explosif encore plus puissant. Bear fut impressionné par l'ampleur de sa magie, mais il neutralisa à nouveau l'attaque sans effort. Laffy n'en croyait pas ses yeux. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi le squelette semblait si préoccupé par l'épuisement qu'il subissait en utilisant tant de magie, ni pourquoi il lui faisait remarquer que son dernier sort aurait pu détruire une grande partie de la forêt. Finalement, elle réalisa quelque chose d'inquiétant, elle était à court de mana. Elle essaya de l'appeler à l'aide, mais se souvint alors qu'elle avait déjà utilisé les 3 ordres quotidiens permis par le contrat qui liait le dragon. Maintenant qu'elle s'était enfin calmée, Bear décida de se présenter formellement. Il se présenta comme l'un des 4 gardiens du roi démon et qu'il était venu ici pour une seule raison, il cherchait Laffy. Lorsque Laffy confirma que Bear n'était pas intéressé à faire du mal à l'enfant, ils retournèrent tous à la maison pour discuter. Pendant ce temps, il jouait avec Noir, le chien de Bear, et profita de l'occasion pour défendre l'honnêteté du squelette. Selon lui, quiconque s'occupait aussi de son animal de compagnie ne pouvait pas être une mauvaise personne. Au cours de la conversation, Bear expliqua que l'une de ses missions en tant que gardien était de trouver des candidats dignes de devenir des guerriers capables d'affronter le roi démon. Pour y parvenir, il avait investi toutes ses économies et plus de 100 ans de travail dans la création de l'outil de détection le plus puissant au monde. C'était un dispositif si avancé qu'il pouvait analyser chaque personne sur la planète et déterminer son potentiel. Cependant, cette œuvre fut perdue dans un accident.
Le roi démon, voulant le récompenser pour son dur travail, décida de lui construire une nouvelle maison, mais pendant le processus, Verbro fut détruit. En conséquence, Ver se retrouva ruiné et sans abri, c'est pourquoi il était venu le chercher. Il espérait qu'il pourrait lui offrir un logement. Cependant, le dragon lui rappela qu'il n'était même pas propriétaire de la maison, lui aussi vivait sous le toit de la fille. Ver dirigea alors son attention vers le véritable soutien économique de ce foyer. Il la complimenta pour ses compétences et lui demanda la permission de rester un moment. Il se proposa même de s'occuper de toutes les tâches ménagères. À la fille, la proposition plaisait beaucoup. Pendant qu'il parlait, Ver aperçut l'arme sacrée et fut complètement surpris. Son étonnement fut encore plus grand lorsqu'il découvrit qu'il pouvait la tenir. Les démons ne devraient même pas pouvoir toucher une relique de ce type. Il expliqua que l'épée était déchargée. Apparemment, l'épée sacrée fonctionnait avec une pierre d'énergie spéciale qui servait à la recharger. Cette pierre pouvait même se transformer en porte-clés pour la transporter facilement. La fille ne pouvait pas croire que le héros défunt n'avait jamais su quelque chose d'aussi basique sur sa propre arme, alors Ver demanda où se trouvait le héros. En observant les expressions de tous, il commença à soupçonner la vérité. Il confirma bientôt ses pires craintes, le héros était mort. Cette nouvelle le dévasta, il avait passé un siècle entier à le chercher. 100 ans d'efforts avaient été gaspillés. Il essaya de l'encourager, il présenta Dino comme le prochain candidat. Après tout, c'était le fils du héros. Le dragon était convaincu qu'avec un entraînement adéquat, l'épée sacrée l'accepterait comme son nouveau porteur. Ver, cependant, exprima une préoccupation raisonnable. Le roi démon pouvait ressusciter complètement tant que Dino était encore un enfant, et un enfant n'aurait jamais de chance contre une entité aussi ancienne et puissante. Il ne partageait pas cet avis. Il croyait que la différence d'âge n'avait pas d'importance, tant que l'entraînement était suffisamment rigoureux. Tant Vern que Luffy s'opposèrent à cette idée. Après avoir rencontré plusieurs gardiens démoniaques, Laffy en était venu à la conclusion que peut-être le conflit entre démons et humains pouvait être résolu par le dialogue avec le roi démon. Il restait convaincu que Dino grandirait pour devenir un grand guerrier. Cela finit par irriter Laffy. Elle savait parfaitement que tout ce plan avait un seul but. Il voulait juste s'assurer une mort honorable pour pouvoir profiter de sa retraite rêvée. Comme Ver souhaitait rester dans la maison, il décida de soutenir la position de Laffy. Néanmoins, il se proposa aussi d'aider à l'entraînement de Dino. Il se souvenait que le roi démon lui avait promis de restaurer les souvenirs de sa vie antérieure s'il parvenait à trouver le guerrier destiné. Avant de devenir un lich, il avait eu une autre existence, mais il n'en souvenait plus rien, c'est pourquoi il était si obsédé par l'accomplissement de sa mission. À partir de ce moment, Ver devint officiellement le nouveau serviteur domestique de la maison. Bien qu'il ne fût pas entièrement satisfait, cela l'agaçait beaucoup qu'il dorme pendant qu'il faisait la majeure partie du travail. Après tout, ils avaient convenu de se partager les tâches équitablement. La situation empirait chaque fois qu'il observait Dino. Peu importe combien il essayait de se convaincre, le petit ne semblait pas vraiment destiné à vaincre le roi démon. Mais Ver avait ses propres raisons de continuer. Plus que la victoire contre le roi démon ou l'avenir de l'humanité, ce qu'il désirait vraiment, c'était récupérer les souvenirs qu'il avait perdus. Pendant que Ver était plongé dans ses pensées, Laffy passa à côté et se dirigea vers la porte où se trouvait Helga. La vieille chasseuse de démons voulait savoir pourquoi un lich vivait avec eux. Quand Laffy fut sur le point de le présenter formellement, Ver réagit immédiatement et sauta par la fenêtre la plus proche pour se cacher. C'est alors qu'il fut révélé qu'il était la présence mystérieuse qu'Helga avait détectée précédemment dans la forêt. En fait, il s'était caché derrière un arbre où elle avait lancé une branche. La démonstration de pouvoir de Helga était si terrifiante que Berg a décidé de partir à la recherche d'un héros. En se téléportant, il arriva en ville et prit une apparence humaine. Sa première étape fut la guilde des aventuriers. Il cherchait quelqu'un de suffisamment fort pour vaincre le roi démon. Cependant, l'attitude de l'employé changea lorsque Ver lança une bourse de pièces sur le comptoir. L'homme lui montra un registre de candidats prometteurs et expliqua leurs compétences. Irrité par la perte de temps, il expulsa le lich de la guilde. Heureusement, Berge avait copié toutes les descriptions importantes. Le premier candidat était un épéiste invaincu. Bientôt, une foule se rassembla pour observer le combat. Le challenger lança son attaque. Cependant, l'épée fut arrêtée par le torse du champion d'un simple mouvement de doigt.
La vibration de l'impact fut si forte que le Challenger tomba inconscient. Les admiratrices éclatèrent en applaudissements et cris d'excitation. L'épéiste commença à poser comme une célébrité. Verneau fut impressionné par le spectacle, mais le rejeta immédiatement comme candidat. Ensuite, il observa des célèbres magiciennes jumelles pendant leur entraînement. Sa dernière chance était un guerrier en plein entraînement avancé. Contrairement au précédent, cet homme avait beaucoup de caractéristiques idéales pour devenir un héros. Vert était si excité qu'il devint son plus grand fan. Le guerrier remarqua qu'il était observé et lui ordonna de sortir de sa cachette. L'homme rejeta immédiatement l'attention, mais il s'évanouit ensuite par nervosité. Il s'avéra être trop timide. Vert fut dévasté. Il semblait impossible de trouver quelqu'un digne d'affronter le roi démon. Puis, il se souvint de son expérience de mort imminente avec Helga dans la forêt. Il décida de la suivre pendant qu'elle patrouillait. En chemin, il la vit enterrer des restes de démons morts depuis longtemps. Intrigué, il décida de l'aider. C'est alors qu'Helga raconta l'histoire de cet endroit. Autrefois, c'était un établissement où les succubes et les humains vivaient en paix, mais tout fut détruit par le plan maléfique de quelqu'un. Vert avait du mal à croire que les humains et les démons pouvaient vivre ensemble en harmonie. Helga montra alors l'exemple le plus évident. Lui, Laffy et Dino, une famille de 2 races sous le même toit. Les paroles de l'ancienne touchèrent profondément le Lich. Convaincu d'avoir trouvé la bonne personne, il lui demanda de se battre contre le roi démon à son retour. Elle refusa. Elle expliqua qu'elle devait chercher quelqu'un d'autre, car elle n'avait pas ce facteur spécial qu'un vrai héros nécessite. Pendant ce temps, chez lui, il était furieux. Vert avait disparu et toutes les tâches ménagères reposaient sur lui. De plus, la saison des pluies était arrivée avec force. Le toit de la maison avait tant de fuites qu'il disait qu'il filtrait plus d'infos qu'un espion. Il s'attela à sécher toutes les affaires mouillées en aidant aux réparations. Il trouva une photo de lui avec son père adoptif. En la voyant, il ressentit une curiosité d'en savoir plus sur l'homme qui l'avait élevé. Il était confus, alors il lui expliqua ce que signifiait l'adoption. En l'écoutant, le dragon réalisa que sa situation avec Dino était assez similaire. En fait, il commença à penser que l'enfant devrait l'appeler papa. Elle n'était pas du tout convaincue par cette idée. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. En ouvrant, il se retrouva face à un démon grenouille nommé Karn. Dès qu'il se présenta, il sentit quelque chose de familier en lui. Il apparut en entendant le bruit et fut complètement surpris. Karn était son père. On l'invita à entrer et, à peine installé, il sortit une photo de lui bébé. Il était venu pour lui donner une partie de sa récolte de patates douces. Il en profita aussi pour se plaindre un peu, car son fils avait déménagé sans lui dire sa nouvelle adresse. Karl avait réussi à le retrouver grâce à sa chienne Alba. Elle avait diffusé la nouvelle parmi les animaux de la région et Noir avait répondu. Malheureusement pour Noir, il était toujours complètement amoureux d'Alba, tandis qu'elle ne montrait aucun intérêt. Karl était ravi de voir que son fils avait fondé une famille. Il félicita même Laffy pour tous ses efforts. La magicienne tenta de lui expliquer poliment qu'il avait mal compris la situation, mais il s'offusqua. Il n'aimait pas que son père attribue tout le mérite à Laffy alors qu'il travaillait aussi dur à la maison. C'est pourquoi il invita Karl à rester quelques jours pour qu'il puisse voir personnellement combien il aidait. Karl accepta avec plaisir. De plus, cela lui donnerait l'occasion de transmettre les traditions familiales sur comment devenir un bon père. L'ancien était excité d'enseigner et lui était tout aussi impatient d'apprendre. La première leçon était simple. Un bon père devait s'assurer que sa famille avait des conditions de vie adéquates. Il emmena Karl inspecter toute la maison. La principale préoccupation était le toit, qui avait toujours des problèmes à cause des pluies. Le lendemain, le temps s'améliora et il se mit au travail. Helga lui fournit le bois nécessaire pour les réparations. Karl observa l'état du toit et commenta que ce travail aurait dû être fait avant le début de la saison des pluies. Bien sûr, tout le monde avait une excuse pour ne pas aider, alors ils s'assirent pour se reposer en le voyant détruire le vieux toit et construire un nouveau tout seul. Malgré tout, Karl était un peu inquiet. Il sentait que son fils devenait trop domestique par rapport à ses ancêtres féroces. Laffy n'était pas d'accord, il lui assura qu'il était toujours aussi sauvage. Par exemple, il utilisait sa force absurde pour déplacer tous les meubles en nettoyant la maison.
Karl pensait qu'un dragon devrait se consacrer à des tâches plus dures, comme chasser, abattre des arbres ou être celui qui soutenait financièrement la famille. Laffy lui rappela que son travail de guérisseuse était très bien payé et pas trop épuisant. De plus, Helga s'occupait de la plupart des tâches ménagères et de l'abattage, car il passait beaucoup de temps dans la forêt. Il souligna aussi combien il adorait Dino grâce aux soins qu'il lui prodiguait chaque jour. Ver soutint complètement ses paroles. Il ajouta que, dernièrement, c'était le dragon qui réalisait la plupart des tâches ménagères. À ce moment-là, il interrompit la conversation pour annoncer qu'il avait terminé le nouveau toit, il ne restait plus qu'à le peindre. Tout le monde fut impressionné par le résultat et se joignit à lui pour la couche finale de peinture. À la fin de la journée, Karl avait vu tout ce qu'il fallait et lui donna officiellement son approbation. Cependant, il devait rentrer chez lui car il ne voulait pas manquer le voyage annuel des anciens du clan Dragon. Pendant ce temps, Noir continuait d'essayer de conquérir Alba, sans succès. Plus tard dans la nuit, il s'est remis à pleuvoir, mais cette fois, aucune gouttière n'est apparue. En écoutant la pluie tomber sur le nouveau toit, Laffy commença à se demander s'il pouvait le considérer comme un membre de sa famille, et alors quelque chose d'inattendu se produisit. Un jour, tous les habitants de la maison se réunirent autour de Dino, complètement confus. Ils étaient convaincus d'avoir entendu le petit prononcer un mot pour la première fois. « Papa », sembla dire Dino. Le petit ne répéta pas le mot, alors tout le monde reprit ses activités. Cependant, peu après, il émit un autre son. Les trois adultes se retournèrent en même temps, complètement surpris. Il se précipita vers Dino, convaincu que l'enfant venait de l'appeler papa. Laffy, en revanche, n'était pas du tout convaincue. Pour elle, son fils faisait simplement des bruits aléatoires. De plus, il profita de l'occasion pour laisser quelque chose de très clair. Dino ne deviendrait pas un guerrier, il grandirait et vivrait comme un citoyen ordinaire. Il lui rappela immédiatement le contrat qu'ils avaient signé, qui lui permettait de l'élever pour en faire le prochain héros, mais Laffy lui répondit que l'accord stipulait aussi qu'elle aurait le dernier mot sur l'avenir de son fils. Ver observa la discussion et en tira une conclusion immédiate, il avait été complètement dupé lors de cette négociation. À ce moment-là, Helga apparut. La vieille dame intervint pour leur rappeler qu'au final, la décision appartenait à Dino lui-même quand il serait plus grand. Elle mentionna ensuite une ancienne tradition de son royaume. Lors du premier anniversaire d'un enfant, une cérémonie spéciale avait lieu. Différents objets étaient placés devant le petit et on observait lequel il choisissait. Selon la croyance populaire, ce choix révélait ses talents et intérêts naturels. Ensuite, les parents devaient l'aider à développer ses aptitudes. Comme l'anniversaire de Dino approchait, Helga proposa qu'il participe à la tradition. Après avoir expliqué le rituel, elle demanda aux autres ce qu'ils avaient choisi quand ils étaient enfants. Il ne put pas répondre. Sa culture ne pratiquait pas quelque chose de similaire. Ver ne savait pas non plus la réponse, il avait perdu tous ses souvenirs, et Laffy n'avait jamais eu l'occasion de participer, car elle avait grandi en tant qu'orpheline. Plus tard, en se rendant au travail, Laffy marchait avec le moral à zéro, elle sentait qu'elle ne pouvait pas consacrer à son fils tout le temps qu'elle souhaitait, et elle s'énervait chaque fois qu'elle pensait que les premiers mots de Dino pourraient ne pas être maman, et pire encore, elle imaginait qu'il l'influencerait pour en faire un guerrier. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle entendit plusieurs femmes discuter dans la rue. Elle parlait des rumeurs concernant la défaite du héros et de son groupe face aux forces du roi démon. Beaucoup de gens commençaient à se demander si cela signifiait la fin de l'ère de paix. Laffy, complètement frustrée, poussa simplement un cri. Quand elle arriva au travail, elle continua à rendre les cheveux à ses patients. Cependant, elle était si perturbée qu'elle effectuait les traitements avec un regard inquiet. Son dernier patient de la journée fut assez effrayé. Pendant ce temps, José guidait plusieurs maîtres du syndicat visiteurs dans les locaux. Avec fierté, il présenta Laffy comme la directrice du département spécial de soins, mais à peine l'aperçut-il, il remarqua que quelque chose n'allait pas. En voyant son état d'esprit, il voulut savoir ce qui se passait. Après avoir écouté son histoire, les maîtres du syndicat partagèrent leurs opinions. Ils expliquèrent que l'éducation d'un enfant ne dépendait pas uniquement de la famille, les personnes qui l'entouraient jouaient également un rôle important. Les interactions avec des amis, des voisins et d'autres adultes aidaient à former des compétences sociales. José eut alors une idée. Il suggéra d'organiser une fête d'anniversaire pour Dino.
Ce serait une excellente occasion d'élargir son cercle social dès son plus jeune âge. Les autres maîtres du guilde étaient d'accord, et ils firent même en sorte que Laffy se sente fière d'elle pour son souci du futur de son fils. Peu à peu, la conversation se concentra sur l'organisation de la fête parfaite, avec beaucoup d'invités, une nouvelle tenue pour le petit et de la nourriture délicieuse. Un moment, elle se sentit mieux, mais tout s'effondra quand José mentionna que les premiers mots de sa fille avaient été « papa ». Cette révélation fut dévastatrice pour elle. Dans son esprit, elle imagina Dino la quittant pour affronter le roi démon comme un grand héros. Laffy ne voulait pas que cela arrive, alors elle annonça à son patron qu'elle ne travaillerait qu'à mi-temps. Cependant, elle espérait continuer à recevoir un salaire à temps plein. Pendant ce temps, lui et Vert étaient enthousiastes, imaginant atteindre leurs objectifs grâce à Laffy et Dino. Cependant, leurs plans furent interrompus lorsque Laffy revint avec une énorme quantité d'articles coûteux pour l'anniversaire de Dino. Ensemble, ils commencèrent à décorer la maison et à préparer l'espace extérieur pour la fête. Lui et Vert protestèrent en découvrant que Laffy ne voulait pas les inviter officiellement. Beaucoup de ses amis humains seraient présents et elle craignait que l'histoire compliquée entre humains et démons ne cause des problèmes. Pour résoudre cela, Vert utilisa sa magie pour leur donner une apparence humaine. Laffy fut surprise de les voir si bien. Ils semblaient des personnes normales et très présentables. Plus tard, Dino essaya sa tenue d'anniversaire. Cependant, le petit se sentit mal à l'aise avec le nœud papillon. Il insista pour l'enlever. Pour lui, le confort de l'enfant était bien plus important que l'apparence. Cela provoqua une vive dispute entre lui et Laffy. Face à la situation, Vert décida de sortir Dino pour le distraire pendant que ses gardiens résolvaient leurs problèmes. Enfin, le jour tant attendu du premier anniversaire de Dino arriva, tout était prêt. Laffy était satisfaite de la décoration et de l'apparence de la fête, mais Vert remarqua un problème évident. Aucun invité n'était arrivé. La raison était simple, une forte tempête faisait rage à l'extérieur. Laffy essaya de rester optimiste, croyant que les invités viendraient, car elle avait levé une barrière magique autour de la maison pour la protéger de la pluie. En attendant, elle se remémora ses propres anniversaires solitaires durant son enfance. Elle ne voulait pas que son fils ressente la même tristesse. La frustration l'envahit. Elle commença à décharger sa colère sur lui et lui ordonna de retirer toutes les décorations, convaincue que personne ne viendrait. Dino commença à pleurer en ressentant la tension ambiante. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. José apparut soudainement à travers un portail. Vert fut impressionné. Après tout, la magie de téléportation était extrêmement avancée. José répondit avec fierté qu'il était l'un des magiciens les plus puissants du royaume. La réalité était bien moins spectaculaire. En vérité, il ne savait pas utiliser la magie de transport. Quand il avait décidé de rester chez lui à cause du mauvais temps, Helga lui avait tiré une flèche avec un parchemin de téléportation attaché. Grâce à cet objet, il put arriver directement à la fête. Laffy lui offrit une chaise et lui servit une tasse de thé en attendant les autres invités. Peu après, d'autres personnes commencèrent à arriver. Les autres maîtres du guilde purent venir grâce à la nouvelle route en béton récemment construite. Apparemment, Helga avait travaillé sans relâche pour s'assurer que tout le monde puisse arriver. Le magicien musclé était ravi de rencontrer Dino et ne cessait de commenter à quel point il était adorable. Rapidement, la fête se remplit de monde. La maison était pleine d'invités venus fêter le premier anniversaire de l'enfant. Pendant la fête, José le confondit avec le mari de Laffy. Elle se dépêcha de le corriger, puis présenta officiellement lui et Vert comme ses assistants. Le moment de la cérémonie traditionnelle arriva. Dino fut placé devant une table pleine d'objets divers. José et plusieurs invités ajoutèrent quelques articles. Cependant, il y avait trop de choses. Le petit se sentit accablé et finit par éclater en pleurs. Il réagit immédiatement, prit Dino dans ses bras, l'éloigna de toute cette pression et l'emmena se reposer. Une fois à l'intérieur de la maison, lui et Vert reprirent leur vraie forme. En regardant l'enfant dormir, Vert commenta que le premier anniversaire d'un enfant était en réalité une fête pour les adultes. Il ne comprit pas ce qu'il voulait dire, alors le Lich lui expliqua que les humains avaient besoin de compagnie et de liens sociaux pour être heureux. Il ajouta que, s'il voulait vraiment entraîner Dino à l'avenir, il devrait d'abord apprendre à mieux comprendre les gens. Pendant ce temps, la fête à l'extérieur touchait à sa fin.
Les derniers à partir furent les maîtres du guilde. Tous se sentaient coupables d'avoir contribué à ce que Dino se sente si accablé. Laffy leur assura que ce n'était pas de leur faute, au contraire, elle les remercia sincèrement d'être venus. De plus, lorsque les derniers invités partirent, la barrière magique disparut. Alors, toute l'attention accumulée pendant la journée tomba sur Laffy d'un coup. Elle appuya sa tête sur l'épaule de Helga et éclata en sanglots. La vieille dame l'écouta patiemment avant de lui donner un conseil. Les parents font souvent des erreurs, échouent souvent, précisément parce qu'ils essaient que tout soit parfait. La vieille dame lui assura qu'elle était une bonne mère parce qu'elle aimait profondément son fils. Elle lui dit aussi qu'elle faisait un excellent travail. Selon Helga, c'était précisément la raison pour laquelle tant de personnes étaient venues célébrer l'anniversaire d'eux. Tout le monde voulait soutenir le petit parce qu'ils appréciaient l'effort que Laffy mettait à l'élever. Ces mots aidèrent la jeune fille à se calmer. Plus tard, elle chercha lui pour s'excuser, reconnaissant qu'elle avait été impolie et qu'elle avait oublié de penser à ce qu'elle ressentait vraiment pendant toute la discussion. Au début, il fut tenté de se vanter parce que ses préoccupations s'étaient révélées correctes, mais il comprit rapidement que ce n'était pas la réaction appropriée, alors il s'excusa aussi de ne pas avoir mieux géré la situation. Bientôt, ils finirent par discuter en plaisantant sur qui avait le plus de tort. Le bruit réveilla Dino, le petit rampa jusqu'à sa mère et prononça un mot, « Maman ». Laffy fut remplie de bonheur, elle avait enfin entendu les premiers mots de son fils. La surprise fut encore plus grande lorsqu'elle découvrit la vérité. Il lui avait appris à dire « maman » parce qu'il savait à quel point c'était important pour elle. Pendant ce temps, Bernie et Helga aidaient à nettoyer après la fête. Les chiens s'occupèrent d'enterrer les objets utilisés pendant la cérémonie d'anniversaire. Avec l'arrivée de l'hiver, Laffy commença à remarquer que quelque chose d'étrange se passait avec lui. Il semblait préoccupé par quelque chose. Il était si distrait qu'un jour, il lui donna une pomme, alors qu'elle avait demandé autre chose. Laffy pensa qu'il était simplement fatigué, lui rendit la pomme et lui demanda de la laver pour que Dee ne puisse pas la manger après. Peu après, elle alla le chercher. À sa grande surprise, elle le trouva en train d'utiliser la machine à laver pour nettoyer les pommes. Cela confirma que quelque chose n'allait pas. Intriguée, elle appela Vert pour observer le comportement du dragon. Après avoir analysé la situation, elle arriva à un diagnostic inattendu. Il souffrait de dépression du père qui reste à la maison. Plus tard, les deux démons observèrent Deno en train de jouer. Il était obsédé par une seule chose, l'enfant grandissait trop lentement. Laffy les interrompit pour annoncer que le dîner était prêt. Il avait préparé tous les plats préférés du dragon, mais il n'y prêta guère attention, n'ayant pas d'appétit, et quitta la table. La fée refusait de croire qu'un des gardiens du roi démon pouvait être déprimé. Cependant, Vert avait rassemblé des preuves. Finalement, elle le convainquit d'observer le dragon en secret. Ils découvrirent alors ce qui le préoccupait vraiment. Il avait une liste de toutes les compétences et étapes de croissance qu'il espérait que Dino atteindrait. Une par une, il les rayait. Le problème était que l'enfant n'avait pas encore atteint beaucoup d'entre elles, et plus il consultait la liste, plus il se sentait déprimé. La situation s'aggrava lorsqu'il tenta de réduire ses attentes, même avec des objets plus modestes. Dino était toujours en dessous de ce qu'il espérait. Cette nuit-là, Dino se réveilla effrayé par l'obscurité. Sans réfléchir, il s'accrocha à Vert. Raffi trouva cela assez drôle que son fils n'ait pas peur de serrer un squelette démoniaque. Ben alluma les lumières et Dino sourit immédiatement. En voyant cette scène, Laffy ressentit une chaleur dans son cœur. Pendant un instant, ils semblaient tous être une vraie famille. La voir si préoccupée fit que Laffy voulut l'aider. Cependant, peu après, il découvrit Lièche essayant d'entraîner Dino avec l'épée sacrée. Choquée, elle lui prit l'arme, c'était trop dangereux. Vert commenta alors que cela lui semblait étrange, car le temple du dieu de la lumière n'avait toujours pas envoyé quelqu'un pour récupérer l'épée. Laffy resta silencieuse quelques secondes, puis admit finalement la vérité. Elle ne leur avait jamais parlé de la mort du héros, ni de l'emplacement de l'épée sacrée. Pendant ce temps, très loin de là, au temple du dieu de la lumière, une autre conversation avait lieu. Le moine sans forme informa le grand prêtre d'une situation préoccupante. Cela faisait 2 ans qu'il n'avait pas reçu de signal de l'épée sacrée. Le vieux prêtre arriva rapidement à une conclusion. Les rumeurs étaient probablement vraies, le héros avait été vaincu par le dragon. Après avoir réfléchi un instant, il autorisa le moine sans forme à récupérer l'épée.
Cependant, il imposa une condition. Si le moine sans nom était mort, il ne devait pas chercher à se venger. Le moine sans forme fronça les sourcils avec une colère évidente en imaginant que son compagnon avait perdu la vie. L'expression de son visage montrait clairement qu'il comptait ignorer cet ordre, et que s'il trouvait le responsable, la vengeance serait inévitable. Le moine sans forme partit accompagné d'un groupe de jeunes moines. Leur première étape fut de retrouver Nebi, un prêtre du hall errant. Nevi était le porteur de la boussole sacrée, un des artefacts divins offerts par les dieux. Après avoir entendu la situation, il accepta immédiatement d'aider à localiser l'épée sacrée. La boussole trouva rapidement l'objectif. Cependant, Nevi insista pour qu'il suive le chemin qu'il recommandait. Le moine sans forme regretta presque instantanément d'avoir accepté. Le prêtre les mena par le chemin le plus beau et pittoresque possible. Malheureusement, c'était aussi le plus long, compliqué et épuisant. Après une longue traversée, ils arrivèrent enfin au premier pas menant au château du roi démon. Là, ils trouvèrent quelque chose d'inattendu. L'endroit était complètement abandonné. Les jeunes moines supposèrent que le groupe du héros avait vaincu le dragon et continuèrent leur chemin. Mais leurs illusions s'effondrèrent lorsque Nebi vérifia à nouveau la boussole. Les épées sacrées étaient dans la direction opposée. La recherche continua jusqu'à ce qu'ils atteignent une tombe. Sans forme, ils voient le nom gravé sur la pierre et restent figés. C'était la tombe de son compagnon, le moine sans nom. Les souvenirs reviennent immédiatement. Il avait essayé de le convaincre de ne pas rejoindre le groupe du héros. Sans nom, il était déjà vieux et n'avait plus la force d'avant. Pourtant, il avait insisté pour accomplir son devoir jusqu'à la fin. Maintenant, devant sa tombe, sans forme, il tremblait de rage. Il voulait juste retrouver l'épée et découvrir qui était responsable. Grâce à la boussole, ils localisèrent rapidement la maison où elle se trouvait, entrèrent et fouillèrent chaque recoin. Les jeunes moines confirmèrent qu'elle était vide. L'un d'eux trouva l'épée sacrée accrochée au mur, comme une simple décoration. Cela fit pleurer sans forme en se souvenant de son ami tombé. Lors de l'inspection, ils trouvèrent aussi sa lance. Cela renforça une terrible conclusion. Ils croyaient que le dragon avait anéanti tout le groupe du héros. Un des moines vétérans se souvint alors des ordres du grand prêtre. La mission était de récupérer l'épée sacrée et de revenir. Rien de plus, mais sans forme, il ne pensait plus clairement. La colère avait pris le contrôle. Il ordonna à Nevi d'utiliser la boussole pour trouver le dragon et exigea cette fois le chemin le plus court. Pendant ce temps, la famille particulière était partie en excursion à la montagne. La fille espérait qu'un changement d'environnement l'aiderait à se remettre émotionnellement. En route, ils traversèrent un village où humains et démons vivaient en paix. Cette vision était curieusement réconfortante. Il s'inquiétait toujours pour Dino, craignant que le froid intense ne le rende malade, mais tous lui assurèrent qu'il allait bien. En arrivant au camp, le dragon fut émerveillé par le paysage, réalisant qu'il n'était pas sorti de chez lui depuis longtemps. La fée en profita pour l'aider à se détendre, lui lança une boule de neige. Peu après, il participait à une intense bataille de boules de neige, tandis que Berg et Dino construisaient des bonhommes de neige. Ils en firent même plusieurs représentant tous les membres de la famille. Au fil des heures, il commença à faire sombre. Dino redevint nerveux à cause de l'obscurité. Ver utilisa sa magie pour enflammer une branche et en faire une sorte de torche improvisée. L'enfant la brandit joyeusement, puis fit quelque chose d'inattendu, imita la technique de la lance du dragon ascendant. Il était complètement excité, sauta immédiatement, prit une autre branche et commença à exécuter la technique avec lui. Cela suffit pour que tous comprennent une chose. Le dragon avait retrouvé son entrain. L'épreuve ultime arriva pendant le dîner. Il dévora toute la nourriture avec un appétit féroce, une attitude qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. Quand ils eurent enfin terminé de monter le camp, il remercia sincèrement tout le monde de l'avoir aidé à se sentir mieux. Il comprit que s'il voulait enseigner des techniques de combat à un si jeune enfant, il devrait transformer l'apprentissage en une sorte de jeu de rôle. Il était sur le point de montrer sa nouvelle idée quand quelque chose d'inattendu se produisit. Les moines les avaient enfin trouvés et, sans avertir, lancèrent leur attaque. Le Libère bloqua facilement l'attaque de foudre. Il ne perdit pas de temps et ordonna immédiatement l'élimination des démons. Les jeunes moines se lancèrent à l'attaque au corps à corps. Cependant, il les intercepta sans difficulté et finit par les saisir tous avec un puissant étranglement.
Lorsque la neige soulevée par le combat se fut enfin calmée, le dragon exigea des réponses. Il voulait savoir qui ils étaient et pourquoi ils les avaient attaqués sans prévenir. Pendant ce temps, Lafia s'était réfugié derrière la tente avec Dino. Il reconnut les habitudes et les techniques des attaquants. C'étaient des moines de temple. Il lui ordonna de ne tuer aucun d'eux. Cet ordre força le dragon à relâcher son emprise, et les moines en profitèrent pour se libérer. Il protesta immédiatement, ne comprenant pas pourquoi il devait se retenir alors qu'ils avaient commencé le combat. Mais Laffy lui expliqua qu'elle ne voulait pas que Dino assiste à la mort de qui que ce soit. Ver soutint sa décision, car il avait aussi des raisons personnelles d'éviter les problèmes. Il voulait encore garder sa place dans la maison. Il tenta d'utiliser la téléportation pour sortir tout le monde de cette situation, mais le sort échoua. Après avoir analysé les lieux, il conclut que les moines utilisaient une magie divine de suppression. C'est alors que les présents furent surpris. Sans forme, il sortit l'épée sacrée. Avec elle, la pierre d'énergie qui l'accompagnait apparut aussi. Un des moines vétérans utilisa les deux artefacts pour créer une barrière spéciale. À l'intérieur, le pouvoir du roi démon était complètement bloqué. Sans forme, laissa clairement entendre ses intentions. Il n'était pas venu pour l'épée, mais pour se venger. Il essaya de lui expliquer la vérité, disant que c'était le ninja qui avait causé la mort du moine sans nom. Sans forme commença à trembler, des larmes aux yeux. Il ne pouvait tout simplement pas croire ces mots. C'est pourquoi il décida de s'attaquer personnellement au dragon. En même temps, le jeune moine qui contrôlait une bête invoquée libéra son familier contre les démons. Les autres profitèrent de la distraction pour activer divers artefacts sacrés. Il subit quelques dégâts pendant l'offensive, mais réussit à briser les liens qui tentaient de l'immobiliser. Ver repoussa aussi l'attaque de la créature, puis lança le contre-attaque. Il utilisa la magie élémentaire pour détruire la neige sous les pieds de tous les combattants. Le sol céda immédiatement, un des moines répondit en utilisant un bâton capable de changer de taille. Il augmenta ses dimensions jusqu'à le rendre gigantesque, et frappa le dragon d'un coup dévastateur. Il l'arrêta en utilisant uniquement ses mains nues. En luttant, il se souvint d'une chose importante. Si lui ou Ver était vaincu par quelqu'un d'autre que le héros, le roi démon punirait leurs âmes. Il n'avait aucune intention de subir ce destin, alors il libéra toute sa force. Ses muscles se gonflèrent et il commença à pousser le énorme bâton en arrière. Le moine augmenta encore la pression et finalement réussit à le renverser. La collision provoqua une avalanche de neige qui ravagea le camp. Quand le chaos se dissipa, les moines découvrirent Laffy et Dino cachés parmi les débris. Ils arrivèrent immédiatement à une conclusion erronée, pensant que les démons les avaient capturés. Laffy ne fut pas impressionné quand ils commencèrent à promettre de les sauver. Pendant ce temps, Dino observa le camp détruit. Le petit éclata en sanglots. À ce moment-là, une idée surgit dans l'esprit de Laffy. Cela pourrait être l'occasion parfaite de séparer Dino des démons qui insistaient pour en faire un futur guerrier destiné à combattre le roi démon. Elle prit une décision douloureuse. Utilisant l'autorité que lui conférait le contrat, elle lui ordonna de l'attaquer. Ainsi, aux yeux des moines, le dragon apparaîtrait comme le vilain. Comme elle l'espérait, les moines réagirent immédiatement, se plaçant devant elle pour la protéger. Puis, ils lui donnèrent une chance de s'échapper avec Dino. Ver comprit ce qui se passait. Avant que Laffy ne parte, il ordonna à Noir de la suivre et de la protéger. Laffy remercia Sans Forme pour son aide. Alors qu'elle s'éloignait avec son fils dans les bras, d'innombrables souvenirs commencèrent à traverser son esprit. Les jours passés avec lui, les repas en famille, les affrontements absurdes, les disputes, les rires, les moments heureux qu'ils avaient vécus ensemble. Pourtant, elle se força à avancer, se convainquant encore et encore que c'était la bonne décision, même qu'une partie de son cœur ne cessait de le remettre en question. Il resta immobile sous une pluie d'attaques, se contentant de se protéger. Pourtant, sa colère grandissait de plus en plus. Il était furieux que Laffy ait emporté Dino. À ce moment-là, il commença à maudire tous les humains, les traitant de traîtres et d'hypocrites. Il voulait en finir avec les moines sur le champ, mais le contrat l'en empêchait encore. Ver intervint rapidement, lui rappelant que tout ce qu'ils avaient fait depuis le début était pour le roi démon, même élever Dino faisait partie de cet objectif. Ces mots réussirent à apaiser le dragon. Une fois qu'il reprit contenance, les deux démons unirent leurs forces. Ver utilisa sa magie pour rassembler les jeunes moines sur le grand bâton sacré.
Ensuite, il congela la zone pour les immobiliser avec un sourire, lui faisant signe d'utiliser le gigantesque bâton comme une lance. Ils levèrent l'énorme arme et la frappèrent contre le sol. Heureusement pour les moines, Nevi réagit à temps. En utilisant sa magie de transport, il les téléporta avant qu'ils ne subissent de graves blessures. Les moines se réorganisèrent et préparèrent une dernière attaque conjointe. Mais juste au moment où ils allaient se lancer, quelque chose d'inattendu se produisit. La faim revint. Profitant de la confusion, il mit Nevi et le moine vétéran qui maintenait la barrière sacrée hors de combat. Celle-ci disparut immédiatement. Avec elle, disparut aussi la suppression divine. Lui et Ver retrouvèrent toute leur force, puis Laffy lança quelque chose vers le dragon. C'était sa lance. Il l'attrapa en plein vol et utilisa l'arme pour vaincre rapidement les moines restants qui tentaient d'attaquer. Sans forme, observait tout cela sans rien comprendre, car il aidait les démons. Elle perdit patience, l'appela idiot et lui rappela qui il était. Elle expliqua qu'elle avait accompagné le héros lorsqu'il visita le temple pour obtenir l'épée sacrée. Finalement, le moine se souvint d'elle. Laffy en profita pour lui dire à nouveau qu'il n'avait pas tué le moine sans nom, mais sans forme, continuait à refuser de le croire. Convaincu que les démons l'avaient corrompu, il rejeta toutes ses explications. Laffy en eut assez d'essayer de le raisonner, elle renonça simplement à le convaincre. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle vit qu'il était sur le point de s'en prendre à ses disciples, elle courut pour les protéger. Il tenta d'abord de faire face au dragon, mais comprit vite qu'il n'avait aucune chance de le vaincre. Désespéré, il tomba à genoux et supplia pour la vie des jeunes moines. Il offrit même sa propre vie en échange. Il garda le silence quelques secondes, puis accepta finalement. Il pardonnerait aux moines, mais il posa une condition claire. L'épée sacrée resterait en sa possession. Avant de les laisser partir, il leur lança un défi. Il les encouragea à revenir quand ils seraient plus forts, ils continueraient d'attendre, comme le premier des 4 gardiens du roi démon. Après l'affrontement, le groupe entreprit le chemin du retour. En route, il posa une question à Laffy, voulant savoir pourquoi elle était revenue. Après tout, elle avait eu l'occasion parfaite de s'échapper. La réponse surprit le dragon. Laffy expliqua que Dino le voyait déjà comme un père, et qu'elle ne pouvait pas permettre que son fils le perde encore. Elle révéla alors une partie de son passé. Elle avait grandi dans une ville où humains et démons coexistaient pacifiquement. Son père adoptif avait donné sa vie pour protéger cet endroit. Maintenant, elle comprenait parfaitement ce qu'il avait ressenti, car avec le temps, lui et Ver étaient également devenus sa famille. Émue par ses sentiments, elle prit une décision importante. Elle le libéra officiellement du contrat qui l'obligeait à lui obéir. Elle voulait qu'il recommence, cette fois en tant qu'égaux. Il accepta. Ils scellèrent le nouvel accord en se serrant la main. Cela marqua le début d'une nouvelle étape pour tous. Peu après, ils quittèrent la maison du bois. Le cabinet de soins de Laffy était devenu la principale source de revenus du guilde. Grâce à cela, ils pouvaient se permettre un logement bien meilleur en ville. Avant de partir, la famille singulière fit ses adieux à Helga. La vieille dame essaya de le cacher, mais elle était clairement triste de les voir partir. Après tout, ils étaient devenus une partie importante de sa vie. Avec des larmes, des sourires et beaucoup de promesses de revenir, le groupe prit la route vers son nouveau foyer. Ainsi commença un nouveau chapitre pour cette étrange famille composée d'une magicienne, d'un dragon démon, d'un lich et d'un petit garçon destiné à changer l'avenir du monde. Cependant, avec cette fin plutôt joyeuse, cet anime se termine. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi en faisant cette vidéo. Ces vidéos plus longues expliquent mieux toutes les sous-intrigues, et je vois que cela vous plaît. Donc pour des vidéos plus longues, un objectif de 2500 likes, et je vous préparerai ce résumé dès que possible. Pour ma part, c'est tout. J'espère que vous continuez à apprécier ces vidéos, et comme disait mon père, je vous laisse.